Cinéaste, patron de presse, auteur de chansons de tubes pour Johnny et puis romancier formidable, Philippe Labro. Philippe, c'est vrai qu'on a du mal à énumérer tout ça quand on va parler du nouveau roman. Il y a tout finalement, comme un aventurier de la vie. C'est un peu ça qui définit. Curieux de la vie, curieux des gens et envie de raconter. Moi, la phrase la plus importante dans ma vie, c'est « raconte-moi une histoire ». Donc, j'essaie de raconter une histoire. Oui, De Gimlet sur la 5e avenue, c'est le nouveau roman de Philippe. C'est une histoire d'amour, mais pas que. Ça va bien au-delà. C'est une histoire aussi de toute une époque, 1961, 2001. Oui, parce que j'ai construit le livre en deux parties. Ils ont 20 ans, c'est un couple qui est en train d'exploser. On est début 60, 61. Et puis, ça s'arrête parce qu'ils s'en vont, il y a toutes sortes d'anecdotes. 40 ans plus tard, on est en 2001 à New York. Les tours de Manhattan ont explosé il y a à peine 2 mois. Ils se croisent, ils se retrouvent, ils vont se raconter leur vie. Ils ont chacun vécu une vie très différente. Et en racontant leur vie, ça me permet de raconter l'époque, les époques. Donc j'essaie de mêler à la fois cette histoire du premier amour qui peut ou pas revenir, et puis l'air du temps. Oui, il y a de la musique, il y a du cinéma, il y a du cinéma américain, il y a tout ce qui fait votre vie, Philippe, au fond, là-dedans. Ma culture, mais pas seulement la mienne. C'est une génération entière. Les 60s. Les 60s, on a tous vécu l'arrivée du rock, Bob Dylan, le cinéma en France aussi, à bout de souffle. Tout ça a joué et a fabriqué une culture et une nostalgie. Alors, il y a de la nostalgie dans le bouquin. Mais la nostalgie, c'est pas un sentiment malheureux. C'est un sentiment de bonheur. On a aimé quelque chose, on sait que ça ne reviendra pas. Ouais. Alors, Just Gigolo. Pourquoi Just Gigolo est si important dans le bouquin? C'est Louis Prima. C'est une chanson formidable. Si on lit les paroles, c'est une chanson d'un type désespéré. Il est seul. I'm just a gigolo, I'm nobody. Et personne ne l'aime. Et mon héros, Lucas, l'a fait entendre à Elisabeth en lui expliquant qu'au fond, c'est la condition humaine. Oui. Alors elle dit, tu exagères un peu, parce qu'il exagère tout le temps quand il parle. Mais c'est vrai que la chanson de Louis Prima, si vous écoutez, si vous lisez les paroles, c'est une chanson terrible, d'une grande tristesse. C'est d'une tristesse et pourtant, écoute ça, c'est apparemment gay, mais pas du tout, écoutez. Oui. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me. Life goes on without me. And just a gigolo. La vie se déroule sans moi. Oui. Et Lucas, il dit à sa compagne, qui est en train de le quitter, mais c'est nous, c'est ce qui se passe chez nous. Elle lui dit, écoute, exagère. Lui, il considère, comme moi d'ailleurs, que la chanson, quoi qu'il arrive, où que ce soit, c'est une force extraordinaire. Oui, en 1961, Kennedy arrive au pouvoir. Il y a l'OAS en Algérie. Il y a les événements, le mur de Berlin qui se construit. Et puis, il y a cet amour qui est difficile entre ces deux personnages. Oui, c'est fini. Les caractères qui s'opposent. Il est insupportable. Elle n'en veut plus. Elle l'a aimé, elle ne l'aime plus. Lui, il l'aime toujours. Il l'aimera toujours. Donc, quand ils se retrouvent, 40 ans plus tard, la question se pose, est-ce que cet amour qu'il a eu pour elle, elle peut le retrouver? Oui, mais c'est elle qui toute l'histoire du premier amour. Mais en parlant franchement, elle l'a largué, comme on dit. Oui, elle l'a lourdé. Oui. Donc, et une histoire de cimetière du Père-Lachaise, mais il faut lire le bouquin. Et qui vont découvrir 40 ans plus tard qu'au fond, peut-être que, voilà. Il y a quand même quelque chose qui est resté. Moi, je considère que le premier amour, quoi qu'il arrive, ça reste. Tourguenieff, c'est les grands, il y a des grands romanciers qui ont parlé de ça. Et cet amour-là peut-être renaître. Toute la question, c'est qu'es-tu devenu? Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu vécu? Elle lui raconte. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a épousé un Américain cinglé, comme ils le sont tous. Elle a eu un divorce terrible. Et lui, de son côté, il s'est un peu baladé partout. Il a fait un peu Il a fait des courts-métrages, mais qui n'ont pas bien marché. Il n'a rien fait qui marche. Et d'ailleurs, il est tellement malheureux, parce qu'il trouve que tous les Français à New York réussissent, en particulier dans la bouffe. Boulangerie, pâtisserie, restaurant. Et lui, il est là, il dit « Je suis le seul Français qui n'ait pas réussi à New York. » Et cette histoire-là, cette condition-là, va finir par être pour lui le prétexte
pour raconter sa propre histoire, mais on va pas. Oui, non. On va pas tout dire. Hein. On va pas tout dire, mais il faut vraiment lire, c'est formidable. Alors, il y a des pages sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme complet. Alors, il faut le lire. C'est la paternité. Quand il se rend compte, oui. elle a vécu, elle a eu des enfants et tout. Et elle lui dit, tu as eu des enfants? Il dit non. T'es pas un homme complet. Il dit, c'est quoi un homme complet? Et là, elle se met à lui dire. Oui, il y a les souvenirs de toute l'époque, Philippe, c'est extraordinaire. Quand on a vu le Concorde survoler l'Arc de Triomphe, quand on est monté sur la scène pour chanter Let the Sun Shine In avec la comédie musicale Air, quand on voit Serge Gainsbourg qui apparaît à la télévision avec ses oreilles décollées, c'est toute l'époque, au fond, qui arrive. Hein. Ce sont les artistes, c'est la culture. Qu'est-ce qui reste d'une époque? Il reste évidemment les événements, l'actualité. Il y a eu quand même les années 60, les assassinats. Kennedy, Martin Luther King. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'ère du temps, et l'ère du temps qui est construit et qui nous pénètre à travers les chansons et les films. Oui, comme par exemple Zimmerman, qui Zimmerman. dit, au fond, dans Blowing in the Wind, que tout s'en va finalement. Oui. C'est un peu ça. C'est la réponse dans le vent. Bob Dylan. Ouais. Et ça, c'est le tube numéro 1 des années 60. Hein. Ouais. Et alors la chanson, elle est importante dans le livre, parce qu'elle dit au fond quelque chose du temps qui passe. Oui. Mais la réponse, mon ami, est dans le vent. Ouais. C'est le vent qui nous donne la réponse. Vous savez que cette chanson, qui est un chef-d'œuvre, hein, était citée très souvent par l'académicienne Marguerite Yourcenar. Elle citait Bob Dylan, ce qui, pour moi, justifie que longtemps plus tard, on va lui donner le prix Nobel de la littérature. Ouais. Ça a choqué tout le monde. Comment on donne le prix Nobel de la littérature à un chanteur? Mais c'est pas un chanteur, c'est un poète. Ouais. Ben, on a l'impression que vous avez toujours été là, Philippe. Vous disiez, quand vous racontez, effectivement, monter sur la scène, la comédie musicale Air, et puis chanter Let the Sun Shine In, vous l'avez fait. Mais bien sûr. Ouais. Let the sunshine. Vous étiez là. Je sais pas, j'étais là-bas pour je sais plus quel journal, quel magazine, et on m'avait dit, il y a ce show, ce spectacle, vas-y. Oui, les périls du LSD, vous avez été voir. Vous avez été voir cette Amérique qui aujourd'hui nous inquiète au fond. Elle nous interroge. On se demande ce qui va lui arriver, et on se demande si la fracture qui existe entre deux camps est tellement violente qu'il y aura de la violence. On peut se poser la question. Moi, je ne veux rien prédire. Je ne sais pas ce qui va se passer le 4, 5 et 6 novembre, mais il y a de quoi être inquiet. Oui. Quand je vous dis « tout peut arriver », ah oui. ça, c'est quand même... Ça ferait un bon titre de film, ça. Votre premier film, Philippe Labro. Premier long métrage. Regardez les images. Elles sont un peu... Alors, le film a été restauré, mais ça, c'est la bande-annonce originale d'époque. J'avais même pas vu cette bande-annonce. L'idée de faire du cinéma venait de très loin, Philippe Labro. Oui. Quand j'avais 12 ans, mon père m'a emmené voir Citizen Kane, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Je suis sorti de là en disant, je ferai la même chose. Ouais. Je n'ai pas tout à fait ça, mais quand même, j'ai essayé. C'est fou parce que là, on voit sur ces images, je continue de voir, je sais pas, Catherine Deneuve, d'autres artistes, vous-même d'ailleurs, vous apparaissez dans le propre film. Oui, avec un cigare et un chapeau. C'était une folie de vouloir faire un film comme ça. Ben oui, mais j'avais une ambition, une énergie, je l'ai toujours d'ailleurs, mais qui faisait que je voulais m'atteler à cet art extraordinaire qu'est le cinéma, tout en d'ailleurs continuant à écrire, puisque j'ai au fond toujours marié les deux disciplines. Mais ce film, effectivement, quand on y réfléchit, c'est la matrice de mes autres films et de mes bouquins. Oui, et d'ailleurs, ça fait penser au nouveau bouquin. Oui. Il y a déjà une histoire de retrouvailles de l'époque comme ça qui arrive dans l'histoire. Et puis, ça c'est... En fait, on ne peut pas vivre sans l'actualité. On ne peut pas vivre en dehors de... Le monde nous rattrape. Mais bien sûr, c'est notre fond de décor. Il y a la vie, la famille, les enfants, les amours, tout ce qu'on veut. Mais derrière nous et entre nous et qui nous pénètre, il y a les événements, ce qu'on appelle les événements. Une guerre, un tremblement de terre, une explosion, tout ça. L'actu, comme on dit, nous, entre journalistes, elle est dans nos vies quotidiennes. Oui. Alors évidemment, la vie quotidienne, c'est quand même, et avant toute chose, selon moi, la famille, les amis, l'amour, sans doute. Mais il reste que nous sommes aussi, soumis à l'ère du temps. Oui.
Il y a un visage, tiens, qui apparaît là-dedans, dans Tout peut arriver. Regardez, on va voir les images. C'est la première fois, regardez, de Fabrice Lucchini. Oui, c'est la première apparition d'un inconnu, regardez-le, qui s'appelait Fabrice Lucchini, qui m'a absolument fasciné, parce que je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il était venu faire les bigoudis des dames pour l'inauguration d'un drugstore en province. Ah oui, parce qu'il était coiffeur au départ. Oui, Hein. garçon coiffeur. Ouais. Regardez-moi ça. Et donc, il faisait ça quand je l'ai vu, parce que j'étais en repérage à Angoulême, et je lui ai dit, tu viens dans mon film. Et il a fait la même chose dans le film. Oui, ça, on repère un grand acteur, là, vous, le metteur en scène, vous qui avez dirigé Belmondo, qui avez dirigé les plus grands. Oui. Le grand acteur, c'est quelque chose qu'on ne possède ni vous ni moi. Il y a une espèce d'invention permanente, il y a une capacité d'interpréter toutes sortes de choses. Lucchini, c'est bien plus qu'un acteur. C'est un autodidacte génial qui est devenu, selon moi, le plus grand professeur de lettres de France. Ouais. Il a fait connaître et reconnaître Molière, La Fontaine, Hugo, tous. Quand on va voir ses spectacles au théâtre à Paris, qui sont toujours bourrés, hein, il fait salle pleine depuis 15 ans, 20 ans, la manière dont Fabrice Lucchini parle et lit et explique Victor Hugo, c'est renversant. Ouais. Et à Catherine Allegri aussi dans le film, Jean-Claude Bouillon. Tout peut arriver. Regardez, je vous montre, c'est les éditions Montparnasse comme ça, qui rééditent ce film. On l'attendait tant, le tout premier donc de Philippe Labro. Oui, tout peut arriver. Alors c'est vrai, quand on tourne, alors il y avait la Lucchini, on tourne comme vous l'avez fait avec Belmondo. Évidemment, on découvre ce que c'est que le comédien qui vous entraîne. Johnny, écrire des musiques, plutôt des paroles pour Johnny, Oh ma jolie Sarah, entre autres, c'est de se dire aussi c'était un formidable comédien. Johnny, oui, bien sûr. D'ailleurs, il aimait le cinéma avant toute chose. Il m'a souvent dit, j'aurais préféré être acteur totalement que chanteur. Mais c'est faux, parce que sur scène, en chantant, il actait. Il était un acteur. Oui. Et il disait, vas-y Philippe, écris-moi un texte sur la pollution. Oh, il ne me l'a pas dit, c'est moi qui l'ai écrit tout seul, et je lui ai apporté, et il m'a dit, je ne peux pas le chanter. C'était le poème sur la 7e. Oui. Et je lui ai dit, tu vas le lire. Il me dit, mais je ne sais pas lire. Je lui ai dit, tu plaisantes, tu as une voix extraordinaire, tu vas me lire ce texte. Il me dit, montre-moi. Donc je mets mon casque, je prends le texte, et je vais mettre quand même en fond sonore du Beethoven. C'est pour ça que ça s'appelle poème sur la 7e symphonie de Beethoven. Et je commence à lire le texte. Il arrive vers moi, il arrache mon casque, il me dit « Donne-moi ça !» Et il le met, et il nous livre du Johnny. Bon, on connaît l'histoire, mais Jésus-Christ est un hippie. C'est vrai que lui, il avait à l'époque les cheveux longs, il avait un côté un peu christique. Mais tous les gamins avaient ça. Ouais. Moi, j'ai écrit Jésus-Christ est un hippie parce que j'étais en reportage sur un campus à Berkeley, en Californie, et je voyais tous ces mots avec les cheveux longs, les fleurs à la main, et qui disaient « Peace and love », la paix et l'amour. Et je me suis dit, mais s'il était vivant aujourd'hui, il serait un hippie. Donc j'ai écrit ce texte comme ça, dans l'avion du retour. Oui. Je rentre et je le donne à Eddie Vartan, son beau-frère, le frère de Sylvie, et avec qui Johnny, il faisait des chansons pour Johnny à l'époque. Et je lui dis, voilà, personne ne va chanter ça. Il dit, si, Johnny va te le chanter. C'est vrai. Et il a fait une musique, Eddie, et on a sorti le 45 tours, et ça a été un scandale. Mais un best-seller. Oui. Je sais pas, même au Vatican, c'est pas passé. Ben non, pas au Vatican, mais à l'archevêché. À l'archevêché. Ah oui. Ils nous ont pas... On nous a pas excommuniés, hein. Mais c'est vrai. Bon, enfin, ils n'étaient pas très contents. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'un des adjoints de l'archevêque me dit, c'est pas très nécessaire ce que vous avez fait, monsieur Labro. Je dis, d'accord. 20 ou 30 ans plus tard, je dirige RTL. Je reçois tous les matins un homme politique. Et je reçois l'archevêque, Monseigneur Lustiger. Je le raccompagne à la voiture, il monte dans sa voiture, il baisse sa vitre et me dit « Monsieur Labro, était-ce vraiment nécessaire ?» 30 ans plus tard. Quand même sur Belmondo, il était vraiment, quand on le dirige, l'héritier. Est-ce que vraiment il est le Bébel qu'on aime, que le public? Il était comme ça tout le temps? Oui, chaleureux, amical, sympathique, jamais distant, toujours disponible. Mais ne croyez pas qu'il déconnait. Il connaissait son texte, il connaissait le personnage, il connaissait le scénario par cœur. Et il arrivait sur le plateau avec la gabette, la casquette, le journal de l'équipe sous le coude, en sifflotant. Et on pouvait croire que c'était de la désinvolture, qu'il n'avait rien à foutre, sauf qu'il avait travaillé le texte la veille, et qu'une fois qu'il avait enlevé la casquette et qu'il s'était habillé comme l'héritier, il devenait l'héritier. Ouais. Donc il y avait à la fois le Jean-Paul, le Bébel dans la vie,
Mais à l'écran, quand on lui disait moteur, il devenait autre chose. C'est un grand comédien, Jean-Paul. Ouais. Il a fait le conservatoire, hein. Ouais, Il a oui. fait du théâtre. C'est extraordinaire. Alors, l'héritier avec Bébel, musique de Michel Colombier. Ouais. Et alors, rive droite, rive gauche, musique de Michel Berger. Oui. Vous aviez des stars hein, pour faire vos musiques de films. Alors, Michel Berger, un mot, parce que Michel faisant une musique de film, c'était pas au départ évident. Je ne sais plus qui m'a suggéré de le contacter pour faire la musique de Rive droite, rive gauche, mon dernier film. Mais toujours dire qu'on s'est rencontrés et je lui ai fait entendre du Schubert. Je lui ai dit, j'aimerais que vous me fassiez ça. Il m'a dit, Schubert, je ne peux pas, mais je vais essayer de vous donner autre chose. Sa modestie, son humilité. Ouais. Et il nous a donné une très très belle musique. Très très belle. Et quand on voit qu'encore tant d'années après, cette disparition tragique, il reste encore tellement populaire. Oui. On se dit, il y a quelque chose qui était très fort chez quelqu'un comme ça. Ben, sa personnalité, mais Ouais. d'abord et avant tout, ses chansons, ses mélodies. Écoutez, franchement, il a écrit des tubes extraordinaires. Hein. Et puis il a fait travailler France Gall. Personne n'y croyait. Ensuite, elle est devenue elle-même une star. Il a beaucoup joué, il a beaucoup compté dans la chanson française. Ouais. Beaucoup. Un mot sur quelqu'un, regardez, on va voir des images, vous allez me dire si ça c'est un bon acteur. En tous les cas, s'il joue bien, c'est des images, vous le voyez là, du candidat à redevenir président des États-Unis en train de préparer des frites chez McDo. Il joue très bien. Ouais. Il joue très bien la comédie, il est très fort. C'est un show businessman. Il a très bien compris qu'il pouvait démontrer au peuple qu'il était lui-même dans le peuple, et en faisant ce geste, parce qu'il veut démontrer que lui, il sait ce que c'est qu'un McDo, alors que Kamala avait prétendu avoir travaillé dans un McDo, c'est une claque. Et c'est le genre de clip, le genre d'extrait qui peut avoir un impact extraordinaire sur le populo. Hein. Oui. Tout le monde rigole en France, et c'est vrai que c'est caricatural. On n'a jamais vu un candidat à une présidence se mettre en tablier de serveur de McDo et travailler les frites. Ça fait rien, il le fait parce qu'il a le sens du spectacle. Oui. Et c'est avec l'image, avec les gestes, avec les paroles qu'il peut gagner si tout va bien pour lui. Parce que par ailleurs, je trouve que par moments, on a l'impression que les neurones Oui. Ah oui, vous pensez qu'il a un peu des neurones qui vont plus trop Je ne sais d'aplomb. pas, mais par moments, quand on regarde de près certains de ces meetings, comme on dit, ces réunions, on dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il s'arrête de parler, il dit, allez, ça suffit, les questions-réponses, on va écouter un peu de musique. Puis il se met à chantonner comme ça, vaguement. Il fait comme ça, surtout avec les fans. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inquiétant. Un candidat à la présidence? Non, c'est pas inquiétant. Ça vous inquiète? Mais Philippe, Non, mais s'il est c'est lui. réélu, c'est inquiétant. C'est lui. C'est un showman. Le show aux États-Unis, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, mais s'il gagne, alors, il y a de quoi être inquiet. Ben oui, bien sûr. Il y a de quoi être inquiet, oui. Et parallèlement, il est très bien entouré, il a des experts, ils savent ce que c'est que la finance. Le problème, ça sera le rapport avec l'Europe, avec l'Ukraine, avec Poutine. Il y a tout ça qui est en jeu. Mais pour l'instant, personne ne peut prédire ce qui va se passer. Ouais. Moi, je suis infoutu de vous dire qui va être élu. Alors, on se prendrait bien deux Gimlet Oui. sur la 5e avenue. Alors, les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément ce que c'est que les Gimlet. C'est Un gimlet est un Gimlet. drink. Ah oui. Du gin coupé de citron vert. À modération, évidemment. C'est tout. Et ça peut peut-être... Non, vous en buvez un, ça va très bien. Vous en buvez deux, au troisième, vous êtes bourré. Ouais. Après, on se met à chanter comme un gigolo. On va entendre la chanson à nouveau parce que j'adore. C'est Louis Prima. Mais deux Gimlet sur la 5e avenue. Oui. Et puis peut-être l'amour. Oui. Après 40 ans de séparation, ça pourrait repartir. Ça peut repartir. C'est ça qui est toute beau. la question. L'amour n'a jamais dit son dernier mot. Ben, bien sûr, Ouais. l'amour n'est jamais mort. Ça, c'est une leçon de Philippe, ça, parce que c'est évidemment le sujet du livre. Oui. On y croit, l'amour peut quand même toujours. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Hein. Oui. Tout le reste, c'est de la blague. Aimer et être aimé. Oui, c'est une question idiote, mais c'est quoi l'amour, Philippe? Ça se définit pas. Ça se vit. Ça se définit pas. L'amour, comme disait très bien, ou Proust ou Roger Vaillant, je ne sais pas, c'est quelque chose qui se passe entre deux gens qui s'aiment. Voilà. Ouais. Sagan l'a très bien écrit aussi. Tous les écrivains, si vous réfléchissez, les livres, les films, les chansons, tout tourne autour de l'amour. Mais tant mieux, finalement. Ça, c'est l'espoir. Oui. Tout n'est pas perdu. Rien n'est perdu. La vie est là devant nous et l'amour aussi.
Merci. Le tout arrosé de gimlettes. 2. Allez. Sur la 5e. Sur la 5e. Avec Philippe. Formidable roman. Formidable. Merci Lisez beaucoup. Ce roman, vous allez vous régaler. Il y a plein de souvenirs qui reviennent et puis on a envie d'aller encore plus. On se dit tiens, ah oui, ça j'avais oublié. Ah, j'ai presque envie d'aller réécouter ce morceau ou d'aller revoir ce film. C'est Philippe Labro qui était avec nous. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. I'm so sad and lonely. Sad and lonely, sad and lonely.